le résumé de TDAH 2.0. Nouvelles sciences et stratégies essentielles pour prospérer avec la distraction, de l'enfance à l'âge adulte, de Edward M. Hallowell et John G. Ratey, va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Les mythes sur le TDAH limitent le potentiel de la société. Vous êtes-vous déjà demandé combien de talents n'ont pas encore été découverts? Une capacité unique à gérer l'incertitude et à rester calme dans un environnement sous pression. Une rapidité d'assimilation qui permet à une personne de comprendre ce que d'autres ne peuvent même pas imaginer. Une créativité qui peut résoudre les problèmes du monde. Un merveilleux sens de l'humour qui fait fureur. Toutes ces qualités sont celles des personnes atteintes de TDAH. Elles ont besoin d'un environnement favorable, d'un développement personnel et d'une prise de conscience de leur diagnostic pour réaliser les compétences évoquées ci-dessus. Pourtant, malgré de nombreux ouvrages et programmes, beaucoup ne connaissent que des fragments du trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. En conséquence, les enseignants reprochent aux élèves d'être paresseux et sont réticents à l'idée de faire appel à leur volonté. Les parents pensent que leurs enfants se débarrasseront du TDAH sans aucune aide. Certains adultes nient avoir reçu ce diagnostic, pensant qu'il s'agit d'une maladie infantile. Certains pensent même qu'il s'agit d'une invention des laboratoires pharmaceutiques. Ces mythes compliquent considérablement la vie de 5% de la population atteinte de ce trouble. En vérité, leurs effets sont d'autant plus importants que beaucoup ignorent leur diagnostic. Le prix de cette ignorance n'est pas seulement le potentiel non réalisé de ces personnes ou l'image négative qu'elles ont d'elles-mêmes, pleine de culpabilité, de honte et de peur. Le TDAH est à l'origine d'un risque plus élevé de toxicomanie, de blessures accidentelles et même de crimes. Un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité non contrôlée peut réduire l'espérance de vie de 13 ans. Les docteurs Hallowell et Ratey soulignent que les choses ne devraient pas être ainsi. Le TDAH n'est pas un fardeau, mais le trouble le plus facile à traiter. Il est donc possible de surmonter ses conséquences négatives et d'exploiter ses forces uniques. Chacun peut exploiter ce trouble et en faire son super pouvoir avec l'aide de quelques conseils. Êtes-vous prêt à apprendre comment y parvenir? Point clé 2. Ce que nous savons généralement des caractéristiques du TDAH est trop simplifié. Avant de chercher des moyens de faire face au trouble, nous devons le reconnaître. Les difficultés sont souvent plus grandes qu'il n'y paraît. Parfois, les personnes souffrant de TDAH n'arrivent pas à se concentrer sur ce qu'elles font, alors que dans d'autres cas, elles sont très concentrées. Elles peuvent remettre les choses à plus tard pendant des jours et tout finir en quelques heures. Leurs décisions précipitées alternent avec des solutions incroyables qui sauvent la situation. Nous verrons bientôt pourquoi il en est ainsi. Mais pour l'instant, examinons quelques-uns de leurs traits distinctifs. Esprit vagabond. Les personnes souffrant de TDAH sont naturellement curieuses et se posent de nombreuses questions sur tout objet qu'elles rencontrent et leur nature curieuse les pousse à explorer davantage. Le mot « déficit » dans le nom du trouble est un malentendu. En réalité, une personne présentant un TDAH accorde trop d'attention à diverses choses. Performance instable. Ce trouble est surtout omniprésent dans les tâches fastidieuses. En sortant les poubelles, la personne peut passer à côté des conteneurs et oublier ce qu'elle aurait dû faire. Pourtant, lorsqu'elle est stimulée, elle s'acquitte de toutes les tâches avec brio. Prise de risque. Alors que l'incertitude stresse les autres, les personnes atteintes de TDAH l'adorent. Elles se sentent détendues, ignorant comment la situation va se terminer. Cela leur permet de prendre facilement des risques. Difficulté à respecter les délais. Pour ces personnes, le temps s'écoule différemment. Elles le divisent en deux catégories, maintenant et pas maintenant. Si un travail entre dans cette dernière catégorie, elles peuvent le faire en 30 minutes ou en quelques heures. Elles ne sentiront pas la différence. En revanche, elles sont constamment dans l'instant, ce qui leur permet d'obtenir d'excellents résultats. Impulsivité et hyperactivité. L'expression « agir d'abord et réfléchir ensuite » décrit parfaitement leurs décisions. Créativité. Pour ces personnes, s'exprimer n'est pas un passe-temps mais une nécessité vitale.
elles ne conçoivent pas la vie sans faire appel à leur imagination. Relations tendues avec les autres. Elles sont capables de donner aux autres le meilleur de ce qu'elles ont. En même temps, elles ne supportent pas l'hypocrisie et peuvent exprimer la vérité de manière assez maladroite. Ces caractéristiques peuvent indiquer un TDAH, mais il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Il est préférable de vérifier nos hypothèses à l'aide d'un test scientifique. Une personne peut ne présenter qu'un trait de stimulus d'attention variable, VAST, qui présente des caractéristiques similaires mais n'est pas un trouble. Son principal déclencheur est le rythme de la vie moderne, avec ses stimulations constantes. Les causes du TDAH sont plus profondes: gènes, manque d'oxygène à la naissance et traumatisme. Le TDAH peut également survenir si la mère a bu ou fumé pendant la grossesse. Point clé 3. Comment les neurones nous trompent-ils? Qu'est-ce qui fait que les personnes atteintes de TDAH se comportent différemment? La réponse est dans le fonctionnement du cerveau. Par exemple, lorsque nous étudions, certains groupes de neurones s'activent. On les appelle les réseaux à tâches positives, RTP. Lorsque quelque chose nous distrait pendant un certain temps, un autre groupe de neurones, le réseau du mode par défaut, MPD, entre en jeu. Grâce à lui, nous nous souvenons d'événements passés ou réfléchissons à des événements futurs. C'est une source de créativité et de relaxation. En général, ces réseaux ne s'activent pas simultanément. L'un modifie l'autre. Pourtant, ils exercent une influence sur le contrôle dans le cerveau des personnes souffrant de TDAH. Cela signifie que quelque chose essaie toujours de les distraire. Les effets de ces commutations erronées sont considérables, piégeant la personne dans l'un ou l'autre réseau. Dans un MPD, l'anxiété liée aux catastrophes futures augmente, de même que la répétition d'événements passés. L'obsession d'un RTP n'est pas non plus bénéfique. Les personnes deviennent tellement hyper concentrées qu'elles ne peuvent pas se désengager de la tâche. Un exemple éloquent est celui d'un mari atteint de TDAH qui accompagne sa femme dans un supermarché. Il s'intéresse tellement aux tulipes qu'il en achète, rentre à la maison et les plante. Lorsque les enfants lui demandent où est leur mère, il se souvient qu'il l'a oubliée dans le magasin. Quel que soit l'amour qu'il porte à sa femme, il ne peut pas abandonner ses plantes pour retourner la chercher. En effet, la pensée catastrophique ou la perte de la notion de temps est très répandue. Nous pouvons souvent passer d'un réseau à l'autre. Mais ce n'est pas le cas des personnes atteintes de TDAH. La bonne nouvelle est une découverte récente: la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se modifier pour s'adapter à différents facteurs. Par conséquent, le fait de modifier délibérément un comportement habituel peut permettre de créer de nouvelles connexions et d'affaiblir les connexions défaillantes. Par exemple, au lieu de se laisser envahir par la réflexion, les personnes devraient faire quelque chose de physique, comme cuisiner des pâtes ou lasser leurs chaussures. De cette manière, ils canalisent leur attention vers quelque chose d'extérieur. De nombreux facteurs modifient le cerveau quotidiennement, comme le fait d'avoir un animal de compagnie, de faire de l'exercice ou de rire. En outre, une personne atteinte de TDAH a un cervelet plus petit, où résident les 3/4 des neurones du cerveau. Le cervelet fait également partie du système vestibulaire, qui est responsable de l'équilibre physique, mais également de l'équilibre mental. Il sert de base homéostatique, permettant d'éliminer les fluctuations erratiques du comportement et d'assurer la stabilité mentale. Par conséquent, les exercices qui améliorent l'équilibre, comme se tenir sur une jambe ou sur une planche oscillante, jongler et autres, peuvent accroître la concentration d'une personne. Point clé 4. Le facteur qui augmente la longévité et diminue le risque de dépendance. Nous sous-estimons souvent l'importance des relations, peinant à trouver le temps d'appeler notre famille ou nos amis. Pourtant, ces liens ont un pouvoir transformateur, comme l'a démontré l'étude Grant. Au cours de celle-ci, des chercheurs de la Harvard Medical School ont suivi 268 étudiants tout au long de leur vie. Ils ont découvert que l'amour est le facteur le plus fiable pour prédire la réussite, le bonheur et la longévité. L'expérience personnelle du Dr Hallowell fait écho à ces conclusions. Sa grand-mère l'a aidé à faire face au TDAH en transformant les tâches les plus fastidieuses en une aventure captivante.
Par exemple, l'épluchage d'un œuf devenait une véritable expédition pour trouver un chemin vers la cité d'or du jaune d'œuf. Finalement, le docteur Hallowell a surmonté ces difficultés et a même été diplômé de Harvard. L'amour guérit énormément les personnes souffrant de TDAH car elles ont rarement l'impression que les autres les comprennent. Elles ressemblent toujours à une minorité invisible, confrontée à la critique presque en permanence. Comme elles sont sensibles à l'évaluation des autres, chaque reproche les affecte. Par conséquent, elles perdent leur intégration psychosociale et passent plus de temps seules. Cela augmente le risque d'anxiété extrême, de dépression et de développement d'une addiction. La peur et la honte sont les principaux obstacles à la réussite des enfants atteints de TDAH. C'est pourquoi les signes de soutien peuvent changer la donne. L'aliénation, causée par un manque de compréhension et d'appréciation, est néfaste. Alors, comment augmenter la quantité d'affection dans la vie? Adoptez des animaux de compagnie. Leur amour inconditionnel améliorera votre humeur au quotidien. Faites des dîners en famille une tradition. Choisissez votre café préféré et visitez-le en disant bonjour au barista. Leurs sourires et leurs mots gentils peuvent améliorer votre humeur. Trouvez un mentor charismatique. Des études montrent que le fait d'avoir un modèle positif peut jouer un rôle décisif dans la gestion d'un trouble. Participez à des réunions qui vous intéressent, jardinage, club de lecture ou collection de timbres. La participation à ces groupes est l'un des indicateurs de longévité. La fréquence de vos rencontres avec vos amis en est un autre. Interrogez vos proches sur votre arbre généalogique. Le fait de savoir d'où vous venez vous relie à vos ancêtres. Appelez vos amis au moins une fois par semaine. Si vos enfants souffrent de TDAH, expliquez-leur qu'ils peuvent devenir des champions et qu'ils le deviendront. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est travailler sur eux-mêmes et vous les aiderez. Une personne atteinte de TDAH a la puissance d'un moteur de Ferrari, mais ses freins sont ceux d'une bicyclette. C'est l'inadéquation entre la puissance du moteur et la capacité de freinage qui est à l'origine des problèmes. Edward M. Hallowell, John G. Ratey. Point clé 5. Comment choisir des défis qui motivent? Le manque de relations n'est pas le seul facteur qui entrave la réussite d'une personne. Un autre facteur est de placer la barre trop haut. C'est une drôle de chose pour ceux d'entre nous qui souffrent de TDAH. Nous voulons ce que les autres évitent. Nous aimons les problèmes. Nous avons besoin de ce qui est difficile. C'est parce que la facilité est ennuyeuse. Edward M. Hallowell, John G. Ratey. Parfois, les gens passent des années à s'efforcer d'atteindre l'impossible. Cela arrive à tout le monde, mais les personnes atteintes de TDAH ont un penchant pour l'irréalisable. Pour elles, cet objectif est 2 fois plus néfaste que pour les autres. Tout d'abord, c'est à cause de la persévérance. Que font généralement les gens lorsqu'ils se rendent compte que l'objectif est inatteignable? Ils l'abandonnent. En connaissant les interrupteurs de réseau défaillants, nous pouvons prédire ce que font les personnes atteintes de TDAH. Elles continuent à faire des efforts, car il n'est pas question pour elles d'abandonner. Elles s'épuisent et échouent inévitablement. C'est une manière assurée d'être déçue par soi-même. Deuxièmement, le fait de viser l'impossible nuit aux personnes atteintes de TDAH parce qu'elles refusent de demander de l'aide. Par exemple, un homme d'affaires a expliqué au docteur Hallowell que sa réussite ne serait pas totalement la sienne si quelqu'un lui donnait un coup de main. Les prétextes varient, mais une chose est sûre, c'est une approche contre-productive. Nous devrions apprendre non seulement à offrir, mais aussi à recevoir. L'équilibre est crucial. Si d'autres nous apprennent à être indépendants, en réalité, personne ne l'est. Nous sommes tous interdépendants, et c'est normal. Alors, comment choisir la bonne voie? Chacun peut se poser les questions suivantes pour savoir ce qui lui conviendrait. Quelles sont les activités dans lesquelles vous excellez? Quelles sont les 5 choses que vous aimez faire? Pourquoi les gens vous félicitent-ils? Quels sont les objectifs qui vous inspirent? Quelles sont les tâches pour lesquelles les autres vous demandent de les aider? Quelles sont les compétences que vous aimeriez améliorer? Que peuvent faire les autres pour que vous utilisiez votre temps plus efficacement?
Quelles sont les activités qui vous prennent beaucoup de temps et qui ne sont pas vos points forts? Quelles sont les idées fausses que les autres se font de vous? Ces questions aideront les enfants à identifier leurs points forts. De plus, elles sont utiles pour les établissements d'enseignement. Leur utilisation permettra aux enseignants de sélectionner des projets de groupe qui intéressent leurs élèves. Pour les adultes, ces questions permettent de vérifier si l'environnement de travail leur convient. Le travail idéal allie la passion, les compétences et la sollicitation des autres. Point clé 6. 5 facteurs posent les bases de l'épanouissement. Un jour, un professeur réputé est venu demander conseil au docteur Reiti. Il pratiquait la course à pied depuis l'enfance et y passait des heures. Mais après une blessure, il a cessé de s'entraîner. C'est alors que les caractéristiques du TDAH sont apparues. Il s'est avéré que le sport a protégé sa santé physique et mentale pendant de nombreuses années. Qu'est-ce qui rend les exercices si puissants? Ce sont des médicaments, et pas seulement de manière métaphorique. Plus que toute autre tâche, le sport active les cellules nerveuses, qui libèrent des neurotransmetteurs, augmentant ainsi les niveaux de dopamine et de norépinéphrine. Ces substances chimiques sont responsables de notre attention, et leur stimulation est l'objectif des stimulants et des antidépresseurs. De plus, l'entraînement calme les neurones dans le réseau du mode par défaut. Par conséquent, les gens peuvent passer plus efficacement du RTP au MDP et vice-versa. L'activité physique est un stimulant et un antidépresseur naturel. Autre bonne nouvelle, il n'est pas nécessaire de se préparer à un marathon pour profiter des bienfaits du sport. Selon des scientifiques espagnols, 20 à 30 minutes par jour suffisent. L'aérobic, la danse, le yoga, l'entraînement à l'équilibre ou le simple fait d'emprunter plus souvent les escaliers peuvent améliorer la vie. Le sport n'est pas la seule composante de l'épanouissement. Les éléments suivants sont également essentiels. La planification. En dressant une liste de choses à faire, nous augmentons neurologiquement l'importance des tâches. Le choix n'a pas d'importance. Post-it, application ou autre outil. L'essentiel est de s'assurer que les tâches sont rappelées. Vous pouvez donc placer le papier contenant une ou deux activités essentielles dans un endroit visible. Vous pouvez également programmer quelques notifications concernant l'activité prévue. La nutrition. Il est judicieux d'éviter le sucre dans les biscuits, les sauces, les jus et bien d'autres produits. Certains choix étant individuels, il est préférable de tirer des conclusions basées sur l'expérience. Par exemple, si renoncer au lait ou au gluten vous rend moins irritable, vous devriez prendre cette habitude. Le sommeil. Le manque de sommeil peut provoquer des symptômes similaires à ceux du TDAH. Essayez donc d'assurer l'obscurité dans votre chambre la nuit et d'éteindre les téléphones au moins 1 heure avant de dormir. Ouvrez une fenêtre pendant 10 à 15 minutes pour respirer de l'air frais. La positivité. Il est essentiel de tenir un journal de gratitude et d'éviter les personnes qui sapent votre optimisme. Le saviez-vous? Une étude menée à Harvard a révélé que la méditation pendant 2 mois augmente l'épaisseur du cortex dans l'hippocampe et facilite une meilleure gestion des impulsions. Point clé 7. Risques et avantages des traitements médicamenteux. Il existe 3 options pharmaceutiques pour traiter le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. La première est celle des stimulants. Ils ont un taux d'efficacité élevé, 70 à 80%, et peu d'effets secondaires. Pourquoi les personnes atteintes de TDAH en ont-elles besoin étant déjà hyperactives? Ces médicaments augmentent les niveaux de certaines substances chimiques, la dopamine et la norépinéphrine. La première stimule la motivation, ce qui permet aux patients d'être concentrés et de relever les défis. La seconde est responsable du fait que le patient est plus éveillé. Elle prolonge donc sa concentration et il assimile les informations plus rapidement. L'ensemble de ces substances chimiques contribue à réduire les actions impulsives et les distractions. Les stimulants sont de 2 types, le méthylphénidate et l'amphétamine. Dans le premier cas, la dopamine sera plus élevée que la norépinéphrine. Les scientifiques considèrent que cette option est légèrement meilleure pour les enfants et les adolescents. Les médicaments de type stimulant constituent une autre option pharmaceutique.
Ils augmentent également les niveaux de dopamine et de norépinéphrine, mais de manière différente. D'une part, leurs effets sont plus longs, ce qui représente un avantage considérable pour ceux qui oublient de prendre le médicament à temps. De plus, ils ne présentent aucun risque d'addiction. En revanche, ils ne sont pas aussi efficaces que les stimulants et présentent davantage d'effets secondaires tels que des nausées ou des insomnies. Le docteur Hallowell qualifie une autre catégorie de médicaments de cas particuliers, car ils n'entrent pas dans les autres catégories. Ils ont un effet calmant, diminuent l'anxiété et améliorent la concentration. Comme les médicaments de type stimulant, ces médicaments n'entraînent pas d'addiction. Cependant, ils peuvent faire baisser la tension artérielle de manière significative. Il est donc conseillé d'y renoncer lentement pour éviter l'hypertension et un pouls rapide. Le principal problème des médicaments est le dosage. Les médecins ne peuvent pas s'assurer que leurs patients prennent la bonne quantité. Néanmoins, il est rare que les personnes atteintes de TDAH qui prennent des stimulants soient dépendantes. Un autre piège est celui des tests génétiques pour le choix des médicaments. Ils sont inoffensifs, mais ne fournissent pas beaucoup d'informations utiles. De plus, ils sont coûteux. N'abusez pas des compléments alimentaires. Leur réglementation aux États-Unis n'est pas stricte, de sorte que le marché regorge de produits douteux. En fait, la variété des médicaments augmente les chances de trouver ceux qui permettent aux patients d'obtenir des résultats rapides et significatifs. En même temps, il faut toujours tenir compte des risques liés aux médicaments proposés. Tout en pesant le pour et le contre, les patients peuvent se poser quelques questions. Les traitements non médicaux sont-ils ceux qui me font le plus progresser? Quels sont les effets de la maladie sur moi-même et sur la vie de mes proches? Ai-je trouvé suffisamment d'informations sur ces médicaments auprès de sources fiables? Conclusion du résumé. Le TDAH peut être un cadeau ou un fardeau, selon la façon dont les personnes le gèrent. Heureusement, il s'agit aujourd'hui du trouble le plus facile à traiter, et la science fournit de nombreux outils pour en limiter les conséquences négatives. De nombreux moyens ne sont pas médicaux, comme les relations, l'entraînement à l'équilibre, une alimentation saine et un sommeil suffisant. Un autre facteur essentiel est une attitude positive. Chaque fois qu'une personne se reproche un comportement maladroit, elle peut se répéter « Tout ce dont j'ai besoin, c'est de renforcer les freins de ma Ferrari intérieure ». Il est également utile de recadrer la situation. Le traitement consiste en fait à déballer des cadeaux intérieurs. Les personnes souffrant de TDAH ont une énorme créativité, un sens de l'humour, de l'inventivité et une immunité à la pression. Si elles gèrent le pouvoir qu'elles possèdent, elles obtiendront des résultats extraordinaires. De nombreux inventeurs, commandos de marine, entrepreneurs et même des lauréats des prix Pulitzer et Nobel sont atteints de ce syndrome. Cela n'a pas entravé leur réussite. Le TDAH permet de voir des opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes. L'histoire d'un homme que nous appelons Bob en est un exemple éloquent. Le numéro de téléphone de sa famille ressemblait à celui d'une entreprise de nettoyage de tapis. Ses proches en avaient assez de recevoir des appels fréquents de clients. Mais l'adolescent Bob a utilisé cela à son avantage, en offrant son aide à ceux qui appelaient accidentellement son numéro. C'est ainsi que son entreprise de nettoyage a vu le jour. Elle lui rapporte plus qu'assez d'argent et stimule sa créativité. Récemment, il a déposé son premier brevet. Le développement personnel demande du temps et des efforts, mais la révélation d'un super-pouvoir intérieur en vaut la peine. Essayez ce qui suit. Tenez un journal où vous notez les techniques qui vous sont utiles et de quelle manière. Trouvez des personnes connues atteintes de TDAH dont les exemples vous inspirent. Apprenez-en plus sur la façon dont elles gèrent leurs troubles. Passez quelques tests psychologiques pour mieux comprendre vos points forts et choisir les défis qui vous conviennent. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.